Le 15 octobre 2016, 43 000 tonnes 2016, le porte-avions russe de 43 000 tonnes, l'amiral Kuznetsov, a quitté le fjord de la baie de Kola, dans la mer de Barents. Escorté par une petite flottille de navires de guerre, dont le puissant croiseur de bataille Piotr Veliki, le porte-avions, un mois après avoir quitté la baie de Kola, les avions du Kuznetsov ont commencé les opérations contre les groupes terroristes de l'État islamique et d'Al-Nusra en Syrie, en soutien au gouvernement Assad. C'était la première fois autrefois de grandes promesses, mais qui en 2023 ne voit qu'un seul porte-avions rouillé et qui fuit dans un chantier naval russe, en attendant que le gouvernement libère des fonds pour terminer les réparations afin de le rendre à nouveau opérationnel. C'est l'histoire du programme de porte-avions de la marine soviétique, ses origines, ses hauts et ses bas, et le fruit qu'il a porté à la fois pour la Russie et pour d'autres à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique. Bienvenue aux guerres du monde. Le 2 septembre 1945, l'Empire japonais impérial a officiellement capitulé devant les Alliés, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale. Le théâtre du Pacifique de la guerre a surtout vu le porte-avions finalement déplacer le cuirassé comme principal atout naval. De puissants navires de guerre, qui auraient dominé les mers seulement 15 ans plus tôt, ont été sauvagement attaqués par les avions relativement bon marché, mais extrêmement puissants des groupes de porte-avions. Mais la puissance aérienne du porte-avions était plus qu'une simple extension de la puissance de feu du groupe de bataille. Les porte-avions étaient tout aussi efficaces pour influencer les batailles terrestres, fournissant un soutien aux troupes au sol et même en menant des campagnes de bombardement stratégiques limitées aux côtés des bombardiers lourds de l'United States Army Air Force. L'Amérique, l'Australie, la Grande-Bretagne, la France et la Hollande, entre autres, ont toutes reconnu l'importance de la puissance des porte-avions dans la période immédiate d'après-guerre, alors qu'elles déplaçaient leur focus de la défaite de l'Axe vers le maintien de leur influence mondiale et le soutien à la restructuration du monde d'après-guerre. Cependant, pour l'Union soviétique, la situation stratégique était un peu différente. Comparée aux immenses batailles qui ont eu lieu sur terre sur le front de l'Est, la guerre soviétique en mer était plus un spectacle secondaire puisque l'Union soviétique n'avait pas de barrière maritime entre elle et l'Allemagne nazie, tout en partageant une frontière avec l'Asie continentale occupée par les Japonais à l'Est. À la suite de la révolution d'octobre 1917 et de la guerre civile russe subséquente qui a vu naître l'Union soviétique, la nouvelle marine soviétique, initialement connue sous le nom de Marine rouge, a hérité d'un certain nombre de navires de guerre de l'époque du Tsar, y compris des cuirassés, mais les soviétiques ont été beaucoup plus rapides que leurs homologues occidentaux à réaliser que les jours de ces grands navires étaient comptés. Les sous-marins représentaient un grand danger pour les cuirassés imposants, d'où l'accent mis par le programme de construction navale soviétique sur les destroyers et les croiseurs. Cela ne signifie pas que les soviétiques n'ont jamais envisagé un porte-avions. Dès 1925, des propositions sérieuses étaient envisagées, la plus prometteuse étant la conversion d'un croiseur de bataille de la classe Borodino inachevé, l'Ismaïl, en un porte-avions capable d'opérer 50 avions. Malgré un fort soutien politique, l'armée soviétique s'est opposée au plan, voulant que l'argent et les ressources soient détournés vers eux, et après avoir gagné de l'influence au sein d'une commission mise en place pour évaluer les besoins de la marine, ils ont réussi à faire annuler le plan en mars 1926. D'autres plans pour des porte-avions ont été conçus dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale, mais ils ont tous été laissés de côté. Le problème était que malgré sa taille, l'Union soviétique ne pouvait pas se permettre de financer une marine puissante équivalente à ses rivaux occidentaux, tout en construisant une armée puissante. L'un d'eux devait être priorisé par rapport à l'autre, et le gagnant était l'armée. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique était toujours sous l'emprise du paranoïaque Joseph Staline, qui se préparait maintenant pour ce qu'il considérait comme la prochaine guerre, qu'il prévoyait comme une invasion menée par les Américains contre son pays. Il a donc institué un important programme de réarmement, que l'état-major naval a vu comme une opportunité de finalement renforcer leur flotte, y compris les porte-avions qui défieraient les dominantes marines américaines et royales.
Ils ont conçu de manière ambitieuse une force de 15 porte-avions, 9 grands et 6 petits répartis entre les flottes du Pacifique et du Nord, avec 6 des grands porte-avions attribués au Pacifique et le reste attribué à la flotte du Nord. Les plans étaient en cours et incluaient un prototype d'avion de guerre navale sous la forme du maladroit Tupolev Tu-91. Puis, le 5 mars 1953, Staline est mort. Sous le nouveau premier ministre soviétique Nikita Khrouchtchev, de tels plans ambitieux pour de grandes forces navales conventionnelles ont perdu leur priorité. Khrouchtchev considérait plutôt les missiles et la roquette comme la clé de la domination militaire en mer, et ainsi la marine soviétique s'est de plus en plus orientée vers les sous-marins et les navires de surface armés de missiles. Cependant, c'est l'importance de contrer les sous-marins de l'Ouest qui conduirait en réalité les Soviétiques à construire enfin leur premier porte-avions d'une certaine sorte. L'un des plus grands obstacles pour la marine soviétique en cas de hostilité avec l'Ouest en Europe pendant la guerre froide était l'emplacement de leur principale base, qui pouvait facilement être bloquée par les sous-marins d'attaque de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. C'était une grande préoccupation pour la flotte de sous-marins lanceurs de missiles balistiques soviétiques dans les premiers jours, car ils devraient contourner le flanc nord de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et traverser le gap du Groenland, de l'Islande et du Royaume-Uni, pour amener leurs missiles à portée de la côte est des États-Unis. Ainsi, en 1959, des propositions ont été avancées pour un nouveau navire de guerre puissant, avec un grand complément d'hélicoptères qui traquerait les sous-marins d'attaque de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et les sous-marins lanceurs de missiles balistiques américains, britanniques et français. Le nouveau navire ne servirait pas seulement de navire amiral pour une flottille anti-sous-marine, mais posséderait lui-même une puissance de feu redoutable pour la défense. À l'origine, il était prévu que le nouveau navire serait de l'ordre de 8000 tonnes, mais à mesure que le design était retravaillé encore et encore, ce chiffre a plus que doublé. Certaines sources rapportent que jusqu'à 12 navires étaient prévus, mais au final, seuls 3 navires ont été mis sur cale. Et encore, seuls 2 sont entrés en service, à commencer par le Moskva en 1967, qui donne son nom à la classe, suivi par le Leningrad en 1969. Au premier coup d'œil, ces navires de guerre ressemblaient à un hybride entre un croiseur de missiles et un porte-avions. Séparés par la superstructure principale, la section arrière des navires comportait un grand pont d'envol et des installations de soutien pour faire fonctionner son groupe aérien de 12 à 14 hélicoptères, tandis que la section avant ressemblait à un croiseur de missiles moderne et lourdement armé. Peut-être tout aussi unique que les 2 navires eux-mêmes était leur groupe aérien d'hélicoptères Kamov K-25. Contrairement à la grande majorité des hélicoptères en Occident, qui étaient équipés d'un rotor de queue, le K-25 avait plutôt 2 rotors principaux montés l'un sur l'autre, tournant dans des directions opposées. L'espace avait plusieurs avantages par rapport aux hélicoptères occidentaux ayant un rôle similaire, comme le Kaman SH-2C Sprite de la marine américaine, mais surtout pour une utilisation sur un navire de guerre où l'espace est précieux. Il permettait de construire un avion plus petit. Un puissant radar de recherche était logé dans le radome du menton bulbeux pour détecter les navires, tandis qu'un détecteur d'anomalies magnétiques sonar trempant et une rangée de bouées sonar pouvaient être utilisés pour trouver des sous-marins. L'armement comprenait des torpilles et des charges de profondeur. Si nécessaire, il pouvait être équipé de têtes nucléaires, et celles-ci étaient soutenues par les propres armes de la classe Moskva. Sur le papier, il semblait que les Soviétiques avaient construit une puissante arme anti-sous-marine, cependant un certain nombre de problèmes ont été révélés par l'exploitation des navires. Le plus grave pour son aile aérienne était qu'il y avait de très mauvais gardiens de la mer. Cela signifiait que les pilotes, atterrissant et décollant des 2 navires, devaient souvent faire face à un pont en tangage dans tous les temps, sauf le plus calme, une proposition dangereuse, même pour les aviateurs les plus qualifiés. Au moment de leur construction, l'ingénierie navale subissait une révolution dans le remplacement des moteurs à vapeur et à combustion d'huile par les nouveaux moteurs à turbine à gaz qui offraient plus de puissance et étaient capables d'atteindre la pleine puissance beaucoup plus rapidement. Cependant, les ingénieurs soviétiques n'avaient pas encore essayé les nouvelles centrales électriques dans un navire aussi grand que ceux-ci, surtout ceux avec une mission aussi importante, et ils ont donc préféré la prudence et ont choisi de propulser les 2 Moskva avec des moteurs à vapeur à haute pression, produisant une puissance estimée à 100 000 chevaux. Malheureusement, ces moteurs à vapeur n'ont pas été à la hauteur des attentes en termes de performance.
avec un maximum de seulement 30 nœuds ou 35 miles par heure, bien que cela soit comparable aux croiseurs américains et britanniques de l'époque. C'est finalement un manque de fiabilité que ces moteurs à vapeur donneraient à la marine soviétique leur plus grand mot de tête. Les pannes mécaniques étaient particulièrement courantes à bord du Moskva, la plus grave ayant entraîné un incendie en 1973, ce qui a nécessité la reconstruction des moteurs. Mais peut-être que le plus gros problème pour les navires était leur capacité à remplir réellement leur rôle, même lorsque tout allait bien dans des conditions idéales. Malgré la taille de son escadron aérien, il ne pouvait opérer qu'environ 4 hélicoptères à la fois, limitant sa capacité à fournir un écran anti-sous-marin efficace. Ajoutant au problème du navire, la marine américaine allait bientôt introduire leur nouveau missile Polaris pour leurs sous-marins. Ces missiles donneraient une portée encore plus longue à leurs sous-marins, étant capables de tirer plus loin du littoral soviétique. Cela signifierait que pour les chasser, les Moskva devraient s'aventurer plus loin en mer, au-delà de l'assistance des défenses aériennes et côtières soviétiques basées sur terre. Ici en mer, ils subiraient de lourdes attaques de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, à la fois par air et par mer. La classe Moskva a montré des faiblesses avec les navires d'escorte. Peu après son lancement en 1969, Leningrad naviguait avec des escortes de la mer Noire vers la flotte du nord de la marine soviétique. Directement sur sa route se trouvait le sous-marin d'attaque nucléaire britannique, Her Majesty's Ship Warspite. Le Warspite était commandé par John Sandy Woodward, qui s'est ensuite distingué comme un des principaux commandants britanniques durant la guerre des Malouines. Silencieusement et secrètement, le Warspite a réussi à naviguer directement sous le Leningrad et y est resté pendant plusieurs heures pour recueillir des données de renseignements clés avant d'être finalement détecté par un navire d'escorte. Malgré tout, le Warspite a réussi à échapper à la poursuite soviétique, suivant leurs navires pendant des jours, surveillant leurs exercices, révélant leurs tactiques aux Britanniques, qui ont partagé ces données avec l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Si le Warspite avait reçu l'ordre de couler le Leningrad, il aurait pu le faire sans jamais être détecté, bien qu'il faille souligner que tout l'exercice a eu lieu en temps de paix, et impliquait un équipage de sous-marins britanniques expérimentés, tandis que le Leningrad était un nouveau navire avec un équipage relativement. Après la prise en compte de ces facteurs par l'amirauté soviétique, les travaux sur le troisième navire de classe Moskva, le Kiev, ont été stoppés pour commencer le développement d'une nouvelle classe de navires destinée à corriger ces défaillances. Pendant ce temps, Moskva et Leningrad ont continué leur service et ont mené une vie très chargée en effectuant de nombreuses croisières autour du monde vers des nations sympathiques à l'Union soviétique, en Afrique et au Moyen-Orient, où leur grande taille et leur armement lourd ont créé une impression positive. Leningrad a également participé au sauvetage du sous-marin K9 notoirement malchanceux qui a subi un grave incendie le 24 février 1972. C'était près de 11 ans après son précédent incident, où son réacteur a failli fondre à cause d'une perte de liquide de refroidissement, et qui a entraîné la mort de 22 de ses membres d'équipage. Dans les années 1950 et 60, les dirigeants militaires des deux côtés du rideau de fer ont commencé à s'inquiéter de la vulnérabilité de leurs aérodromes respectifs si l'autre côté lançait une attaque surprise soudaine. Les pistes étaient d'énormes cibles immobiles qui, si elles étaient détruites, pouvaient piéger un grand nombre d'avions au sol ou laisser des escadrilles d'avions sans endroit où atterrir, forçant leurs pilotes à s'éjecter et les avions à être perdus. Cela est devenu une telle préoccupation que la course était lancée pour développer un avion de combat capable de décoller et d'atterrir verticalement ou sur une très courte distance. À la fin des années 1960, les ingénieurs britanniques ont produit le premier de la famille des avions de combat Harrier, capables de décoller et d'atterrir verticalement en orientant la poussée de leur moteur vers le bas autour de leur centre de gravité. Bien que les performances en vol soient généralement inférieures à celles des autres avions de combat, les planificateurs militaires supposaient que lors du deuxième jour d'une troisième guerre mondiale, il serait probablement le seul avion de combat encore en vol après que toutes les autres bases aériennes aient été détruites. Malgré cela, seule la Royal Air Force britannique, la marine espagnole et le corps des Marines des États-Unis ont investi de manière significative dans le Harrier à l'époque. Les Soviétiques, quant à eux, ont sans doute poursuivi le concept de décollage et d'atterrissage verticaux, ou décollage et atterrissage verticaux beaucoup plus agressivement, adaptant même des conceptions conventionnelles actuellement en service, comme le MiG-20 et 1 et le MiG-23 pour le décollage vertical, en les équipant de réacteurs de sustentation.
Beaucoup de ces efforts n'ont produit rien de plus qu'une curiosité technique, car ils ont abouti à des avions dont les performances étaient nettement réduites. Mais en 1967, le bureau de conception Yakovlev a dévoilé un démonstrateur technologique décollage et atterrissage verticaux désigné Yak-36. Tout comme le Harrier, celui-ci fonctionnait en orientant sa poussée vers le bas pour le décollage et l'atterrissage verticaux. L'armée de l'air soviétique a montré peu d'intérêt pour cet avion, car il manquait de portée utile et de charge offensive, mais la marine soviétique était plus enthousiaste, reconnaissant le potentiel d'avoir un avion de combat décollage et atterrissage verticaux sur les ponts confinés de leurs navires. Le bureau de conception Yakovlev est retourné à la planche à dessin et a commencé à concevoir un nouvel avion pour l'usage de la marine. Le résultat a été le Yak-36M, qui, malgré le partage de la désignation du Yak-36, était un avion entièrement nouveau. Le Yak-36M peut facilement être confondu avec le jet britannique Harrier, malgré sa méthode de décollage et d'atterrissage verticaux totalement différente. Le Yak-36M était propulsé par un seul moteur Tumansky R28 qui projetait sa poussée vers l'arrière via deux buses dans le fuselage arrière. Ces buses tournaient vers le bas pendant le décollage et atterrissage verticaux et travaillaient en conjonction avec deux petits jets de levage Rybinsk RD-38 situés en tandem derrière le cockpit. En travaillant ensemble, ils pouvaient soulever et abaisser l'avion verticalement. Une fois en l'air, le R-28 orienterait sa poussée pour un vol normal, tandis que les jets de levage réduiraient leur puissance, ce qui aurait bien sûr l'effet indésirable de devenir un poids mort que l'avion devrait porter tout au long de son vol jusqu'à ce qu'il soit temps d'atterrir, moment où il pourrait alors être réactivé. Effectuant son premier vol en 1971, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord a rapidement appliqué le nom de code Forger pour l'identifier, et un an plus tard, l'avion a réussi à atterrir sur le pont du Moskva, devenant le premier chasseur à décollage vertical soviétique à atterrir sur un navire en mer. Le pilote d'essai Mikhail Dexpak a suivi une formation sur un hélicoptère K-25 sur la manière d'approcher le porte-hélicoptère en préparation de l'atterrissage, tandis que le pont lui-même devait être protégé des gaz chauds propulsés vers le bas par le Yak-36M lorsqu'il atterrissait et décollait à nouveau. Le Yak-36M a également été testé en atterrissant sur des plateformes installées sur des navires de fret, créant des porte-avions de fortune, tandis que certains se sont aventurés dans la campagne d'Europe de l'Est, se cachant dans des forêts denses et décollant de pistes semi-préparées pour fournir un soutien aérien rapproché aux troupes soviétiques, de manière similaire à la façon dont la Royal Air Force britannique a utilisé le Harrier en Allemagne de l'Ouest et en Norvège. Des essais du Yak-36M ont conduit à d'autres améliorations, et cela a abouti à la variante de production Yak-38, connue de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, sous le nom de code Forger A. Tout comme les Britanniques avec le Harrier, les ingénieurs soviétiques ont réalisé que le fonctionnement unique du Yak-38 nécessitait un entraîneur dédié, ce qui a donné le Yak-38U, un entraîneur biplace que beaucoup de pilotes ont convenu qu'il pouvait à peine voler et était un prétendant pour l'un des avions les plus laids jamais construits. Un tel était le danger perçu des opérations décollage et atterrissage verticaux que le Yak-38 comportait un système d'éjection automatique pour le pilote s'il détectait certaines conditions. Cependant, cela a entraîné plusieurs pilotes, se retrouvant soudainement éjectés de leur avion sans raison apparente jusqu'à ce que cela soit corrigé. Pendant ce temps, les travaux ont commencé sur les nouveaux navires, qui, en plus de transporter l'hélicoptère anti-sous-marin K-25, transporteraient désormais également le Yak-38. Les nouveaux navires, baptisés classe Kiev, ressemblaient davantage à ce à quoi un porte-avions devrait ressembler, avec un grand pont d'envol, une île abritant le pont à tribord, et même un pont d'envol incliné dépassant à bâbord. Cependant, un examen plus approfondi du pont avant a révélé qu'il s'agissait toujours d'une évolution du concept de la classe Moskva, le navire possédant un large et puissant arsenal d'armes. Cela comprenait 8 missiles anti-navires supersoniques, P-500, Basalt, conçus pour engager les porte-avions américains et pouvant chacun être armés d'une ogive nucléaire d'une puissance de 305 kilotonnes, soit près de 20 fois celle de la bombe larguée sur Hiroshima. Cela peut paraître bizarre, étant donné que les super porte-avions américains et les porte-avions Harrier britanniques, comme la classe Invincible, n'étaient dotés que d'armes défensives, leurs avions étant leur première force offensive. Une telle puissance de feu à bord des Kiev reflétait plutôt les limites du Yak-38 et les doctrines d'opération ultérieures que ces limites rendaient nécessaires. Le Yak-38 était lent, maladroit, de courte portée,
transportaient une charge utile limitée et étaient notoirement peu fiables. Selon certaines informations, certains pilotes étaient tellement frustrés ou même effrayés par l'avion qu'ils préféraient se déclarer malades plutôt que de le piloter. En tant que tel, il ne pouvait pas vraiment être utilisé de la même manière que les avions navals américains, même le Sea Harrier britannique largement équivalent, qui s'était transformé en un avion de guerre puissant dans les années 1980. Au lieu de cela, le Yak-38 est devenu une extension des propres armes de Kiev, représentant le niveau le plus éloigné d'un ensemble d'armes à plusieurs niveaux. Le Yak-38 avait juste assez d'armes et de portée pour attaquer un avion de patrouille maritime de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, comme l'américain P-3 Orion, qui pouvait surveiller la flotte soviétique juste à l'extérieur de la portée de la batterie de missiles solaires de Kiev. Alternativement, il pourrait utiliser des canons et des roquettes contre des bateaux d'attaque rapides. Mais, si le Kiev et ses navires d'escorte devaient affronter des chasseurs navals dédiés comme le F-14 Tomcat de la marine américaine ou de grands navires de guerre de surface, alors le Yak-38 serait probablement laissé attaché au pont pendant que les propres armes de Kiev les engagent. C'est probablement pour cette raison que l'Union soviétique ne considérait toujours pas ces navires comme de véritables porte-avions. Au lieu de cela, la classe Kiev a été désignée comme des croiseurs d'aviation lourds, ce qui les a également aidés à contourner un accord de 1936 avec la Turquie, qui empêchait les porte-avions de naviguer à travers les détroits turcs, qu'ils devraient traverser s'ils souhaitaient quitter leur chantier naval sur la mer Noire. 4 navires classe Kiev ont été construits. 444 chantiers navals en Ukraine entre 1970 et 1987, les deux derniers, le Novorossiysk et le Bakou, étant construits avec un armement principal légèrement révisé. Les 4 navires étaient encore principalement utilisés pour protéger les opérations de missiles balistiques soviétiques et pour traquer les sous-marins de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord avec leurs hélicoptères. Mais ils étaient plus capables de mener des opérations anti-aériennes et anti-surface que la précédente classe Moskva. Comme les Moskva, ils ont rendu de nombreux services en visitant des ports amis et ont effectué plusieurs croisières autour de l'Afrique et de l'Asie, tout en étant des visiteurs fréquents de la Méditerranée et de l'Atlantique Nord, rappelant à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord qu'ils ne détenaient pas le monopole des mers. Ils ont également été utilisés pour développer des tactiques afin de contrer les opérations amphibies de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en simulant des porte-avions américains menant des opérations d'assaut amphibies. Quant au Yak-38, l'expérience acquise pendant cette période a conduit au développement de la variante définitive Yak-38 en 1985, qui, bien qu'étant toujours de mauvaise performance, était au moins une amélioration. Semblablement au Harrier en Occident, les pilotes soviétiques ont observé qu'une brève course sur le pont avant le décollage consommait moins de carburant qu'un décollage vertical intégral. À ce stade, il serait facile de considérer le Yak-38 comme un échec, mais ce n'est pas entièrement vrai. Bien que son usage tactique était restreint, il a fourni à la marine soviétique une précieuse expérience dans l'exploitation d'un avion de combat vertical, posant ainsi les fondations d'un modèle plus avancé à venir. Cet avion devait être le Yakovlev Yak-40 et un M, une évolution naturelle du concept Yak-38, avec une buse pivotante sur le moteur principal et une paire de jets de levage derrière le cockpit. Le Yak-40 et un M, connu sous le nom de Yak-41 en dehors de l'Union soviétique, était un avion de guerre plus arrondi et infiniment plus capable, équivalent au type soviétique basé sur terre tel que le MiG-29, mais offrant les avantages de la capacité de décollage et atterrissage verticaux. En développant cet avion, l'opération des Kiev pourrait être complètement révolutionnée, leur donnant une portée opérationnelle beaucoup plus large. Il a même été suggéré de retirer toutes les armes avant pour augmenter l'espace du pont d'envol et donner enfin à la marine soviétique un véritable porte-avions. Le Yak-40 et un M a réalisé son vol inaugural en 1987, période où l'usage des avions à décollage et atterrissage verticaux par la marine soviétique était en débat. Non seulement un projet plus amphibie était en cours, mais des nuages d'orage politique se formaient à l'horizon, menaçant l'Union soviétique elle-même. Même lorsque les Kiev entraient en service dans la seconde moitié des années 1970, certains dirigeants soviétiques voulaient sérieusement se lancer dans la construction d'un véritable porte-avions, semblable à ceux de la marine américaine. Les Soviétiques avaient observé le rôle crucial que les porte-avions américains avaient joué dans les guerres de Corée et du Vietnam,
et ils ont commencé à reconnaître l'utilité de ces navires pour projeter la puissance et l'influence soviétique à l'étranger, en particulier là où les aérodromes amis étaient rares. Il y avait aussi une question de prestige. Avec leurs porte-avions, les Américains ont fréquemment démontré leur portée mondiale, prouvant qu'ils étaient une superpuissance capable de projeter la politique étrangère américaine à travers le monde, alors que l'Union soviétique s'était davantage concentrée sur les terres où elle avait déjà de l'influence. Le besoin de rétablir cet équilibre a pris de l'ampleur dans les années 1980, alors que les relations avec l'Occident se détérioraient suite à l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Les ingénieurs soviétiques ont commencé à proposer des projets de porte-avions à propulsion nucléaire, déplaçant plus de 60 000 tonnes et utilisant des catapultes à vapeur et des câbles d'arrêt, tout comme leurs homologues américains, équivalents de porte-avions. En termes d'avions, les soviétiques prévoyaient de modifier un certain nombre de leurs avions basés à terre, tels que le Sukhoi Su-25 et le MiG-23, pour opérer depuis ces ponts, tandis que les Su-27 et MiG-29 de la prochaine génération étaient en développement, qui les remplacerait plus tard. Ces plans n'ont cependant pas réussi à se concrétiser, principalement en raison de leur coût. Ce n'était pas seulement le coût de la construction du navire, mais aussi celui des installations nécessaires à son soutien. Ces éléments combinés se sont révélés totalement interdits. Le design a été modifié, devenant plus petit, toutefois toujours plus grand que les Kiev, et a abandonné l'énergie nucléaire au profit de turbines à vapeur traditionnelles. De plus, les catapultes à vapeur ont été abandonnées, et à la place, une rampe a été placée à la proue du navire. Les avions du nouveau navire seraient maintenus en place par de petits blocs appelés détentes pendant qu'ils accumulent de l'énergie. Ces blocs libéreraient ensuite l'avion, qui ferait une courte course sur le pont et monterait la rampe qui l'aiderait à se propulser dans les airs. L'atterrissage sur le navire était le même qu'à l'ouest, l'avion approchant le pont d'envol incliné et utilisant un crochet de queue pour capturer les câbles d'arrêt, ce qui arrêterait l'avion. Le processus appelé décollage court mais récupération arrêtée, signifiant décollage court mais récupération arrêtée, avait des avantages par rapport aux catapultes des navires américains. Les avions pouvaient décoller à tout moment sans attendre l'activation de la catapulte. Par conséquent, il n'y avait également aucun risque de dysfonctionnement d'une catapulte, empêchant un avion de décoller ou pire, ne fournissant pas assez de puissance pour mettre un avion en l'air, le faisant tomber à la mer. Cependant, l'inconvénient de cette méthode était que les avions russes ne seraient pas en mesure de transporter une charge aussi lourde que les avions américains, ce qui était acceptable s'ils n'étaient armés que de missiles pour le combat aérien, défendant la flotte contre les avions de guerre ennemis, mais c'était limitant dans un rôle offensif. Cela signifiait également qu'un seul avion pouvait être lancé à la fois, alors que sur les porte-avions américains, 2 ou même plus pouvaient être lancés en succession rapide. Les travaux sur le nouveau porte-avions de 43 000 tonnes ont commencé le 1er avril 1982 encore une fois, au chantier naval soviétique numéro 444 en Ukraine. Pendant ce temps, les bureaux de conception de Mikoyan et Sukhoi ont commencé à travailler sur l'adaptation de leurs nouveaux avions de chasse MiG-29 et Sukhoi Su-27 pour servir sur le nouveau navire. Les avions, en particulier leurs trains d'atterrissage, ont dû être renforcés pour survivre à de multiples atterrissages violents sur le pont du nouveau navire, tandis que des moteurs plus puissants devaient être développés pour les aider à décoller du pont court et de la rampe. Ils ont aussi été adaptés avec des ailes repliables pour un stockage plus aisé sous le pont en non-utilisation. Les 2 avions ont reçu des désignations K, devenant le MiG-29K et le Su-27K. Des essais de décollage ont ensuite été effectués à l'aide d'un tremplin de ski réplique construit au complexe de recherche et de formation en aviation en Crimée, prouvant que le concept fonctionnait. Le nouveau porte-avions a été nommé Riga, d'après la capitale de la Lettonie, encore une république soviétique à cette époque, mais il a ensuite été changé en Leonid Brejnev en l'honneur du premier ministre soviétique récemment décédé, mais il a encore été changé, cette fois en Tbilissi, la capitale de la République soviétique de Géorgie. Les travaux sur le porte-avions ont été lents et prolongés, et en 1989, le navire était environ 71% achevé lorsqu'il est parti en mer pour commencer les essais de décollage et d'atterrissage de ses avions. Le 1er novembre 1989, le pilote d'essai Viktor Pugachev est devenu le premier pilote soviétique à atterrir de manière conventionnelle sur le pont d'un porte-avions soviétique lorsque son Su-27K a attrapé le câble à travers le pont. Plus tard dans la journée, le MiG-29K a également atterri à bord du porte-avions pour la première fois,
et les deux avions ont réussi leur lancement, prouvant que leur système était efficace. Néanmoins, les Soviétiques étaient toujours obligés de ne pas les appeler porte-avions en raison de leur traité avec la Turquie concernant le passage par les détroits turcs. Ainsi, bien qu'étant manifestement un porte-avions à tous égards, le Tbilissi a été une fois de plus classifié comme un croiseur lourd d'aviation et aucune plainte n'a jamais été déposée à Moscou pour le passage éventuel du navire à travers les détroits. Une fois de plus, l'ancienne mentalité soviétique d'armer lourdement les porte-avions a prévalu, et le navire a été armé de 12 missiles supersoniques anti-navires P-700 Granit, ainsi que d'un système de défense anti-aérienne à plusieurs niveaux, composé de missiles et de canons solaires. Les missions anti-sous-marines étaient assurées par les Kamov K-27, une évolution des précédents K-25, tandis qu'une version du hélicoptère, baptisée K-30, et 1 était équipée d'un grand radar sous le fuselage pour détecter les avions et les missiles hostiles à longue portée, puis guider les chasseurs du navire pour les intercepter. Les travaux sur un deuxième navire avaient commencé en 1985 et ce navire a hérité du nom Riga du navire précédent, pour finir par être rebaptisé Varyag. Pourtant, après 70 ans de rêve des amiraux soviétiques de posséder un véritable porte-avions opérationnel, cela n'a pas eu lieu. Entre 1989 et 1991, l'Union soviétique a commencé à s'effondrer jusqu'à ce qu'elle cesse d'exister en décembre. 1991, le Varyag a été laissé inachevé, tandis que le Tbilissi, renommé pour la dernière fois en amiral Kuznetsov, a dû quitter le port dans l'Ukraine désormais indépendante pour rejoindre la flotte du Nord de la marine russe nouvellement reconstituée. Son équipage et escadron aérien ont été réduits car les non-russes ont rejoint leur nation nouvellement indépendante. Les 2 porte-hélicoptères de classe Moskva et les 4 croiseurs d'aviation de classe Kiev ont rapidement été confinés à leur port, certains ne partant plus jamais, sauf pour être démantelés. Démontrant le nouvel ordre mondial, le bureau de design Yakovlev a réellement travaillé avec la société américaine Lockheed pour développer davantage le Yak-40 et un M en Yak-141, mais cela n'a pas abouti. Cependant, des accusations ont été portées selon lesquelles l'avion a influencé le projet X-35 de Lockheed, qui est devenu l'avion F-35B Lightning Bolt II, utilisé par les Marines américains et le Royaume-Uni, et qui atteint le décollage et atterrissage verticaux en utilisant un principe similaire. Concernant le Kuznetsov, les fonds pour sa construction ont été versés lentement jusqu'à son exploitation régulière d'avion en 1993. La marine russe a abandonné le soutien pour le MiG-29K et s'est plutôt concentrée sur le Su-27K qui a été reclassé en Su-33 pour le distinguer de son prédécesseur terrestre. La marine russe a affirmé que le Su-33 avait un potentiel de développement beaucoup plus grand, même si la plupart des observateurs étaient d'accord pour dire que le MiG-29K était mieux adapté aux opérations multirôles et était plus facile à stocker sur un porte-avions, étant de taille plus petite. Mikoyan a fait des allégations selon lesquelles leur avion a été rejeté à cause de l'influence politique de Sukhoi et a donc continué le développement sans le soutien du gouvernement, bien que lentement, une décision qui porterait plus tard ses fruits. Peu de navires dans le monde peuvent prétendre avoir eu une telle malchance que le Kuznetsov. Pendant les années 1990, le porte-avions a peu navigué, Le navire a souffert de pannes répétées, que Moscou était soit incapable, soit réticent à réparer, et par conséquent, le nombre de nouveaux pilotes qualifiés pour les opérations sur porte-avions a diminué. Cela n'a pas aidé que certaines des installations d'entraînement construites à l'époque soviétique se trouvaient maintenant dans des pays étrangers. Pour cette raison, les pilotes qualifiés ont été maintenus en service beaucoup plus longtemps que leurs homologues américains. L'âge moyen des pilotes expérimentés en porte-avions dans la marine russe, au début des années 2000, approchant les 40 ans à certaines périodes. Un déploiement prévu en 2000 a été abandonné après la catastrophe du sous-marin Kursk, afin que le porte-avions puisse participer à ces efforts de sauvetage. Le porte-avions a pu prendre la mer en 2004 et 2005 pour des exercices navals, lors du dernier desquels un Su-33 est tombé du pont du porte-avions. Après cela, un programme de modernisation a été entrepris, et en décembre 2007, il a effectué une 2010, le Kuznetsov a continué à prendre la mer encore et encore, pour ensuite rentrer chez lui pour d'importantes réparations de tout ce qui avait été endommagé pendant la croisière.
la confiance en sa fiabilité s'était maintenant tellement détériorée que le porte-avions ne quittait jamais le port sans au moins un remorqueur à côté, au cas où ses moteurs auraient échoué. Pendant ce temps, la marine indienne a commencé à envisager le MiG-29K comme un avion adapté à son propre programme de porte-avions, ce qui a incité la marine russe à reconsidérer ce type pour leur service. Puis en 2016, le Kuznetsov a entrepris sa première croisière de combat en Syrie pour soutenir le gouvernement du président Bachar al-Assad. Son escadron aérien était maintenant un hybride de Su-33 et de MiG-29K polyvalents, dont un de chaque serait perdu pendant toute l'opération. Un MiG-29K s'est écrasé en tentant de décoller, tandis qu'un Su-33 s'est à nouveau écrasé en tentant d'atterrir. Néanmoins, le porte-avions a mené 420 missions de combat en soutien au régime syrien avant de retourner en Russie en 2017. Malgré ces problèmes, la croisière de combat est un point culminant dans la carrière du porte-avions. Le 30 avril 2018, le dock flottant utilisé, le porte-avions en entretien a coulé, causant des dommages au navire et la mort d'un équipier. Puis en décembre 2019, le navire a été considérablement endommagé par un incendie majeur qui a tué 2 personnes et blessé 14 autres. Un autre incendie a éclaté en décembre 2022 alors que les réparations des incidents précédents étaient toujours en cours. Pourtant, malgré tout cela, le président russe Vladimir Poutine semble déterminé à maintenir le navire en service, ne serait-ce que pour donner à la Russie l'apparence d'appartenir au club des nations porteuses. Actuellement, le Kuznetsov est prévu pour rester en service jusqu'en 2040, ce que de nombreux analystes occidentaux ont dit ne pourra être réalisé qu'à la faveur d'un miracle. Déjà, sa rénovation et sa modernisation prévues sont bien en retard sur le calendrier car le gouvernement russe a retenu les fonds pour la terminer, malgré l'insistance qu'elle sera achevée. Le 21 février 2023, la United Shipbuilding Corporation, entreprise d'État russe, a annoncé que le Kuznetsov avait enfin été remorqué hors du bassin de Radoub et flotte à nouveau, ce qui est une rare bonne nouvelle pour l'histoire de ce navire tant décrié. Il y a cependant une réserve positive à cette histoire de malheur de porte-avions. La Chine et l'Inde ont toutes deux récolté les bénéfices des programmes soviétiques et ont maintenant leur propre programme de porte-avions en place en conséquence. L'Inde a acquis le navire de classe Kiev, l'amiral Gorchkov, en 2004 et a entrepris une importante reconstruction qui l'a vu être dépouillé de son armement et remplacé par un système de Stowbar similaire à celui à bord du Kuznetsov, incluant une rampe de saut à l'avant. Renommé Indian Naval Ship Vikramaditya, le navire est entré en service en 2014 et opère des MiG-29K, bien qu'en 2020, il ait effectué les premiers essais d'une variante navalisée de l'avion de combat léger indien, Hindustan Aeronautics Limited Tejas. L'expérience acquise avec le navire a aidé au développement de l'Indian Naval Ship Vikram, le premier porte-avions à être construit en Inde, et qui montre clairement son influence soviétique dans son concept. La Chine a également acquis 2 navires de classe Kiev, le Kiev lui-même devenant un hôtel flottant et un parc à thème, tandis que le Minsk est devenu un navire-musée. En 1998, la coque inachevée du Variag a été vendue par l'Ukraine, où elle se détériorait depuis l'effondrement de l'Union soviétique, à une agence de voyage chinoise pour qu'elle soit également transformée en hôtel et casino flottant. Après un voyage assez mouvementé sous remorquage, il est arrivé en Chine en février 2002 et a été amarré au chantier naval de Dalian, où le véritable objectif de l'acquisition du navire a été révélé. À un coût considérable, le Variag a été révisé et achevé en tant que premier porte-avions de la Chine, le Liaoning, et a fourni la genèse du deuxième porte-avions de la Chine, le Shandong. Ces 2 navires ont donné à la marine chinoise une formidable capacité de projection de puissance mondiale, dont les amiraux soviétiques avaient rêvé pendant des décennies, mais qui étaient toujours hors de portée. Les forces porte-avions modernes chinoises et indiennes sont devenues les bénéficiaires de la volonté soviétique de transporter la puissance aérienne en mer. Offrant